Bonsoir à tous. Bonsoir Franck Lirsin, cher Franck. Alors, on est très heureux de te recevoir aujourd'hui pour ce webinaire X Sursaut de rentrée. Donc, pour que tu nous parles de ton dernier livre, Paris face au changement climatique, paru aux éditions de l'Aube. Et voilà, c'est un sujet très chaud, très important, très regardé. Et alors, je te présente en deux mots. Tu es ingénieur du corps des mines, tu as exercé plusieurs fonctions au ministère de l'économie et des finances et dans le privé, et tu as été rapporteur général de X Sursaut. Voilà, c'est à toi pour ta présentation avant qu'on prenne quelques questions peut-être des participants. Voilà, à toi Franck. Merci beaucoup Laurent, puis bonjour à tous, bonjour Hubert. Je suis très content d'être avec vous ce soir et donc je vais vous parler des enjeux de l'adaptation au changement climatique. Alors, comment est venu ce sujet? J'ai été pendant 5 ans à la tête d'une foncière qui s'appelle OMIA, qui est un bailleur privé de logements qui gère plusieurs milliers de logements à Paris. Et chaque année, on a été confronté à des canicules, des inondations qui revenaient de plus en plus fréquemment, de plus en plus fortes. Et je sais pas, on gérait sur le thème de l'urgence. Voilà, on essayait de réparer des pots cassés. Et puis, au bout d'un moment, revenant chaque année, ces canicules revenant chaque année, ces problématiques revenant de plus en plus fortes, on a commencé à se poser la question de qu'est-ce qui se passe, c'est quelque chose qui est en train de changer, et puis est-ce qu'il faut qu'on fasse quelque chose pour notre patrimoine, pour nos immeubles, pour nos locataires et pour nos salariés. Et donc, ça a été une prise de conscience de ce qui est en train de se passer, et ça m'a amené à ce sujet de l'adaptation au changement climatique dont je vais vous parler dans cette conférence. Alors, je vais commencer par petit rappel de ce que disent les scientifiques sur le changement climatique. Et donc, on l'a vécu cet été, des épisodes caniculaires ou des inondations dans d'autres pays. Et donc ça, c'est un des changements qu'on est en train de vivre, c'est que le changement climatique n'est plus simplement une théorie ou une fiction future, mais c'est une réalité avec des conséquences très concrètes sur la vie des personnes. Et avec des manifestations qui sont très différentes, mais qui peuvent être très graves et très dommageables pour le fonctionnement des pays. Ce changement climatique, maintenant, on a des études anciennes sur le climat, donc on sait assez bien le mesurer, le suivre. Et donc, un des phénomènes qu'on observe, c'est cette augmentation de la température à la surface du globe. Et ce qui est assez marquant, c'est la rapidité avec laquelle la température augmente. Je pense que ça, c'est un point, et l'intensité. Donc, c'est-à-dire que les événements climatiques qu'on vit deviennent plus fréquents, plus intenses, à un rythme qu'on n'a jamais connu. Donc, il y a un vrai changement d'équilibre ou de système au sein de la planète. Juste pour donner un exemple, le petit âge glaciaire, dont on a entendu parler à l'école, donc qui a duré plusieurs siècles, qui a été un des facteurs géopolitiques importants, dont on attribue notamment une des déclencheurs de la Révolution française. Ça a été une variation de température de moins de 1 degré, 0,8 degré, qui s'est passée sur plusieurs décennies, plusieurs siècles. Et là, on parle d'un réchauffement qui est déjà de 1,7 degré pour la France, donc 2 fois plus que ce qu'on a, et beaucoup plus vite que ce qu'on a vécu de par le passé. Alors, il y a eu 1000 débats sur est-ce que tout cela est d'origine humaine ou non. Alors aujourd'hui, le consensus qui émerge au niveau du GIEC, c'est que oui, en conséquence des émissions qui ont été de gaz à effet de serre, notamment le CO2, mais pas que, aussi le méthane ou le dioxyde de soufre, qui viennent perturber le fonctionnement de l'atmosphère et qui réchauffe et perturbe le fonctionnement du climat à l'échelle de la planète. Alors, donc, tout ça est donc un facteur nouveau, et donc moi, on l'a vécu donc, quand on s'occupait du patrimoine, parce qu'on se retrouve, en fait, la conséquence de tout ça, c'est des canicules, c'est ce qu'on a vécu cet été, qui sont des canicules qui sont plus précoces, qui sont plus intenses, qui sont plus fréquentes, que ce soit des inondations, donc il y a beaucoup de perturbations, et donc tout ça vient impacter la façon dont on vit.
Et donc, quand on tire les trajectoires, il y a des simulations qui sont faites en fonction du nombre d'émissions qui sont produites avec des scénarios qui vont de 1 à 5 en fonction de la quantité de gaz à effet de serre qui est produit. Et pour ce qui concerne l'adaptation climatique, une des conclusions frappantes, c'est qu'en fait, quoi qu'on fasse, si même demain on arrêtait complètement de produire le moindre CO2, en fait, il y a une telle inertie dans le système climatique qu'il continuera à se réchauffer jusqu'à au moins 2050. Et on atteindra probablement les 2 degrés, 1,8 degrés d'augmentation. Donc, au niveau de la France, on va passer très probablement le cap des 2 degrés d'ici 2050. C'est-à-dire que quoi qu'on fasse, on va être confronté à une intensification des phénomènes climatiques dans les 30 prochaines années. Et donc ça, c'est l'enjeu de l'adaptation, c'est comment est-ce qu'on passe ce cap avec la question de « et au-delà ». Et donc ça, soit on se sera suffisamment adapté, soit il faudra encore plus s'adapter si on passe des seuils de rupture ou que la situation continue à se dégrader. On peut, après, il y a des modélisations pour comprendre ce qui va se passer. Ce qui est important d'avoir en tête, c'est que les effets du changement climatique sont très différents en fonction de l'endroit où on se trouve. C'est à la fois l'endroit sur le globe et même de façon très locale. En fonction qu'on est à Paris ou à Bordeaux, ce n'est pas les mêmes problématiques. Si on est en montagne ou sur les bords de côte, ce n'est pas les mêmes problématiques. Donc, il y a un phénomène qui est global, mais dont les conséquences concrètes dans la vie des gens sont très locales. Et donc ça, c'est aussi quelque chose qui est important, c'est que dans les enjeux d'adaptation à ces changements, les solutions sont nécessairement locales et territoriales, et donc doivent prendre en compte ces différentes particularités. On le voit là sur le petit dessin, en fait, ça montre une chose, c'est que le réchauffement est beaucoup plus rapide dans les latitudes nord qu'à l'équateur ou même au sud. Donc, concrètement, pour nous, la température se réchauffe plus vite en Europe du Nord que en Europe du Sud, qui est déjà confronté à des problèmes de sécheresse d'avant. Voilà, donc on est dans ce phénomène-là. Moi, je l'ai vécu en tant que gestionnaire d'un patrimoine immobilier dans une ville, et donc tout ça pose la question des villes. Et donc les villes sont au cœur en fait de cet enjeu d'adaptation et de changement climatique. Alors pourquoi ? Alors c'est une toute petite partie de la surface du globe, mais ça abrite un être humain sur 2 actuellement, et on va arriver à 7 personnes sur 10 à horizon 2050. Donc l'humanité est urbaine, vit dans les villes. Donc les villes sont de facto responsables, on estime 60 à 80% des gaz à effet de serre, de par la construction, de par les transports principalement, aussi de par le chauffage et la climatisation. Donc c'est à la fois un très gros contributeur au changement qu'on est en train de vivre, mais c'est aussi, et donc ça a été le cas dans le passé, ça va être encore plus le cas dans le futur, puisque l'humanité va croître et s'urbaniser. Donc l'ONU estime qu'il y aura à peu près 2,6 milliards de citadins en plus d'ici 30 ans, donc ce qui nécessitera de construire 1 million de kilomètres carrés en plus, ce qui est absolument gigantesque. Et donc tout ça, à peu près partout sur la planète. Et donc, on est sur une problématique urbaine qui va être vraiment centrale dans les décennies qui viennent. Et donc, les villes, elles sont exposées d'abord au niveau de leur patrimoine, de leur architecture, au travers des différents événements météorologiques, donc les tornades, les tempêtes. On l'a vu aux États-Unis avec les différents cyclones qui ont ravagé certaines régions. On a des phénomènes de retrait, gonflement des argiles. Donc ça, c'est quand les sols sont argileux et qu'avec la sécheresse, ils se contractent ou gonflent. Et donc, ça crée des fissures, ça peut détruire certains bâtiments. On a des villes comme en Floride, par exemple, avec la montée des eaux, où donc il y a des immeubles qui sont trop proches de l'eau qui menacent de s'effondrer, ou alors les sources d'eau douce qui se salinisent puisque l'eau de mer remonte, et donc il rend plus compliqué l'approvisionnement en eau des villes.
On a des pluies éclairs, c'est-à-dire des précipitations non pas forcément plus nombreuses sur l'année, mais beaucoup plus concentrées à certains moments. Et donc, c'est ce qu'on a vécu d'ailleurs cet été à Paris. C'est des très fortes inondations, beaucoup d'eau qui tombe rapidement et donc qui sature les réseaux d'évacuation et donc qui peut dégrader ou qui peut paralyser certaines infrastructures stratégiques comme les hôpitaux ou les musées à Paris. Et puis, l'effet qu'on a le plus vécu cet été, c'est les canicules. Et donc, l'augmentation des températures avec, on y reviendra, un effet ICU, donc îlot de chaleur urbaine. Et donc, les villes, elles sont vraiment très vulnérables à ces pics de chaleur. Alors, pour avoir un exemple concret, donc j'ai pris Paris, parce que c'est là où j'ai travaillé sur le patrimoine parisien pendant plusieurs années, en me disant qu'est-ce qui va se passer concrètement dans 2050, à quoi ressemblera le climat de Paris. Donc, il y a des études qui sont faites pour essayer de comparer le climat futur avec le climat de certaines villes aujourd'hui. Et donc, la conclusion, c'est qu'en 2050, Paris devrait avoir le climat soit de Canberra, si vous êtes plutôt anglo-saxon, soit de Marseille, c'est-à-dire des étés beaucoup plus chauds et plus secs et des hivers plus doux et pluvieux. Avec, il y a assez peu de changements en fait, sur la volumétrie des pluies, ce qui est simplement qu'il va plus des pluies qui sont plus brutales. Il n'y a pas de changement majeur. Le plus gros changement, c'est les températures d'été. C'est ce qu'on a vécu cet été. Donc, des canicules qui sont plus précoces, plus intenses, plus fréquentes, et donc des nuits caniculaires. Ça, c'est le principal changement. Bon, alors on pourrait dire que ce n'est pas si grave au fond, puisque Marseille est une ville agréable à vivre, et donc habiter dans une ville qui ressemble à ça est plutôt pas mal. Le problème, c'est que Paris n'est pas adapté et pas prête en fait, à ce genre de température. Alors pourquoi ? Il y a un effet qui est important, c'est les îlots de chaleur urbaine. Et donc ça, c'est le fait que les villes sont très minérales, souvent avec des couleurs sombres, comme le bitume, les rues ou les toits en zinc, les toits en tuiles, en ardoise. Et donc, la ville va capter la chaleur en journée et la nuit, tout ça va être réémis par les matériaux sans réussir à s'évacuer puisqu'on est sur des environnements qui sont souvent contraints, où il y a peu de vent. Et donc, la chaleur va stagner. Et donc, ça conduit à ce phénomène d'effet de chaleur urbaine où on a des températures qui peuvent être jusqu'à 10 degrés plus élevées dans Paris, au cœur de Paris, que dans la périphérie, ou en tout cas les zones beaucoup plus éloignées de Paris. Donc ça va aggraver les effets de canicule et rendre en fait la ville beaucoup plus chaude qu'elle ne serait si elle était, si elle était beaucoup plus aérée. Et donc, quand il y a deux façons de voir les choses, donc il y a des simulations qui sont faites pour voir où cette chaleur va se stocker. Donc là, vous avez une carte de Paris, une simulation de Paris, où vous voyez que du coup, la température à Paris est beaucoup plus importante que celle qui est beaucoup plus loin. On peut identifier les parcs, les bois de Boulogne et de Vincennes qui sont plus frais. Et puis, on peut voir que du coup, plus on s'éloigne de Paris et plus la température reste acceptable ou modérée. Et une autre façon de le voir, c'est par les thermographies. Donc, ça, c'est pris par satellite, qui photographie la température donc, des toits. Et donc, c'est un peu moins clair, parce qu'il y a des sujets autour des matériaux utilisés sur les toits, donc tous n'émettent pas en infrarouge. Mais ce qu'on voit bien, c'est que Paris est un peu plus chaud. Et surtout, ce qu'on voit qui est intéressant, c'est que la proche banlieue, donc notamment au nord et là au sud avec Ivry, sont des zones aussi qui sont très chaudes. Et donc ça, c'est un des éléments aussi qui est important, c'est que on a dans la petite couronne de Paris une architecture qui fait qui est de moins bonne qualité ou qui est un urbanisme qui est où il y a moins de verdure, moins de parcs, etc. Donc, qui fait que la température se charge plus. Et donc, on a des endroits où je pense à Aubervilliers, par exemple, il y a des gens qui ont été obligés d'aller loger dans des jardins ouvriers cet été parce qu'il faisait trop chaud chez eux. Donc, il y a un enjeu autour aussi de l'impact territorial du changement climatique.
Donc voilà pour Paris. Donc le principal sujet à Paris, c'est cette chaleur et comment est-ce qu'on va faire quand on aura des canicules qui vont durer plusieurs semaines et qui vont saturer les inerties des bâtiments et qui, certains bâtiments n'ont pas de problème et d'autres sont potentiellement invivables l'été ou ont obligé les personnes à aller vivre ailleurs pendant les périodes de canicule. C'est quand même quelque chose qui est assez embêtant. Et donc pour ça, il y a des techniques d'adaptation. Donc je distingue deux grandes familles de solutions. Il y a les solutions low-tech, donc c'est celles qui sont sur le bâti, qui ne nécessitent pas des technologies très, très avancées, mais plutôt dans la conception. Donc c'est tous des principes bioclimatiques. C'est beaucoup du bon sens, hein, mais c'est comment est-ce qu'on va masquer on va limiter l'apport de chaleur dans le bâtiment en s'assurant par exemple que les façades soient protégées, en mettant des volets, en mettant de la végétation montante, grimpante sur les murs pour isoler. On peut aussi blanchir les surfaces pour réfléchir la lumière, la chaleur du soleil. On verra des exemples un peu plus tard. Et puis, il y a un deuxième exemple dont on peut s'inspirer, c'est si Paris aura le climat de Marseille en 2050, regardons ce qui se passe sur le pourtour méditerranéen. Et effectivement, il y a beaucoup de techniques qui sont utilisées. En particulier, je donne juste un exemple, mais le patio, donc le fait d'avoir des bâtiments qui sont construits autour d'un élément qui est vide, en fait, qui permet à la fois de protéger en journée de l'apport de chaleur du soleil et qui, la nuit, permet d'évacuer les calories vers le ciel. Et donc, ça peut être végétalisé. Il peut y avoir des systèmes de fontaines ou d'eau, etc. Et donc, c'est typiquement quelque chose qu'on pourrait imaginer pour les bâtiments haussmanniens. Il y a souvent des cours arrière qui sont complètement inexploités, voire où il y a des sorties de climatisation qui rejettent de l'air chaud. Donc, il y a probablement des choses dont on peut s'inspirer dans l'architecture méditerranéenne pour adapter Paris. Il y a une deuxième famille de solutions qui sont plutôt dans l'espace urbain et technologique. Donc, il y a tout ce qui est alors, il y a tout un enjeu autour du verdissement des villes, puisque les arbres restent, c'est pas de la haute technologie, mais c'est extrêmement efficace, mais à la fois, ils font de l'ombre. Et avec l'évapotranspiration, donc c'est leur propre transpiration, en fait, ils évacuent la chaleur vers le ciel. Donc, ils ont tous les avantages pour rafraîchir. Et ça se voit d'ailleurs sur des simulations, sur des mesures qui sont faites à Paris en fonction de l'espacement entre les arbres. C'est le petit graphique, la petite image qu'il y a sur le côté. Et puis, les deuxièmes solutions, c'est la géothermie. Et donc, c'est le rafraîchissement, donc c'est la climatisation qui permet de rafraîchir l'intérieur des bâtiments. Alors, la climatisation, c'est toujours un gros sujet parce que ça va être c'est la solution la plus simple. Quand on parle aux gens de l'adaptation climatique, le premier réflexe, c'est de dire qu'il faut mettre une canicule, qu'il faut mettre une climatisation. Aujourd'hui, Paris est très peu équipé, Marseille l'est beaucoup plus, les États-Unis, tout le monde en a. Et puis, quand on va dans certains pays, c'est quelque chose qui est très généralisé. Donc, la question qui va se poser pour Paris, c'est faut-il ou pas accepter la climatisation, à quelles conditions? C'est un sujet qui est difficile. Alors, on sait que la climatisation, c'est ce qu'on appelle une maladaptation, c'est une réponse efficace, mais ça pose un certain nombre de problèmes. Ça consomme de l'électricité en été. Donc, on a vu l'Inde, ils ont une canicule au début de l'été, ils ont été obligés de rallumer leur centrale à charbon pour faire fonctionner les climatiseurs, donc ce qui n'est pas idéal. Il y a des gaz frigorigènes qui sont utilisés. Quand il y a des fuites ou c'est mal entretenu, c'est très polluant. Et puis surtout, si les climatiseurs rejettent la chaleur dans les rues, ça va accentuer les effets de chaleur urbaine, d'îlots de chaleur urbaine. On estime que si tout le monde s'équipait d'un climatiseur, on augmenterait de 2 à 4 degrés la chaleur dans les rues. Donc, quand on est déjà à plus 10 degrés, on va monter à 12, 14 degrés. Donc, ça devient vraiment très difficile à vivre. Donc, quelles sont les solutions? Ça peut passer par des solutions, je me disais, bioclimatiques passives, des débords sur les toits, des volets. Ça peut passer par des réseaux de froid. C'est ce que déploie la ville de Paris, mais aujourd'hui principalement pour les bâtiments tertiaires, les bureaux, et pas du tout ou très peu pour le résidentiel. Ça peut être aussi au travers de la pédagogie ou des incitations à choisir des climatiseurs plus efficaces. Ça peut être la mise en place de systèmes de géothermie aussi. Voilà. Donc, il y a plusieurs solutions qui ne sont pas simples. En tout cas, les solutions vertueuses sont beaucoup plus compliquées que les solutions simples, ce qui est
une des parties un des enjeux de l'adaptation climatique. Et donc, quand on évoque ces sujets-là, on voit que les problématiques d'adaptation ne sont pas tant techniques, parce qu'au fond, les solutions sont connues. On va plutôt bloquer sur des questions d'esthétique, par exemple sur les toits en zinc. On sait que ce n'est pas du tout adapté à un climat chaud, donc il faudrait faire quelque chose sur les toits de Paris, mais ça vient toucher un patrimoine historique potentiellement classé à l'UNESCO, donc qu'est-ce qu'on fait ? Pour planter des arbres, on sait que c'est la bonne solution, mais les sols sont en entremêlement de réseaux, de métros. Parfois, on ne les connaît pas, donc c'est très complexe. On a des problèmes d'argent, puisque tous ces projets-là viennent apporter du confort, mais ne créent pas une valeur qui est monétisable, donc il y a des questions de rentabilité. Et puis, on touche à un patrimoine existant, donc ça veut dire qu'on touche à des gens il faut travailler avec des habitants, donc c'est aussi toute une complexité sociale de mise en œuvre. Voilà, donc tout ça fait que le sujet est compris, mais très compliqué à mettre en œuvre en pratique. Alors, pour rendre les choses un peu plus concrètes, on peut regarder par exemple sur un bâtiment haussmannien, on peut voir plein quand on se promène à Paris. Donc, ils sont tous les mêmes caractéristiques, un toit en zinc, une façade en pierre, souvent pas de volets, une façade nue, et exposée. Donc, si on voulait l'adapter, il y a plein de solutions. Donc, ça, ce que je présente, c'est une solution parmi d'autres, mais on peut imaginer d'avoir des volets. Alors, certains en ont, mais d'autres n'en ont pas. On peut imaginer d'avoir une végétation qui grimpe sur les pierres, qui recouvre la façade, puisqu'il est très compliqué de faire une isolation par l'extérieur, parce que ça défigure aussi le caractère architectural des bâtiments. Donc, d'avoir de la végétation est une bonne solution. On sait que ça fait baisser la température. Ça peut aussi d'avoir des toits du coup, en tuiles ou en d'autres matériaux, mais avec une vraie isolation, des panneaux photovoltaïques et puis surtout un débord qui vient protéger la façade quand le soleil est au zénith. Donc, vous voyez que ça fait un changement qui est assez radical. On a plus l'impression d'être à Milan qu'à Paris. Mais c'est des questions qu'il faudra se poser. J'en ai un autre exemple. C'est une ville qui est déjà adaptée quelque part, c'est Almere aux Pays-Bas. Donc c'est un polder qui a été une ville donc, qui est sortie de l'eau dans les années 70-80 sur les principes du concept de cité-jardin, et donc qui mêle aujourd'hui de la végétation, de l'eau, des habitations. Et c'est une ville qui est 5 mètres sous le niveau de la mer. Donc, ils savent très bien que quand le niveau de la mer va monter avec la chaleur, il faut qu'ils renforcent les digues et qu'ils augmentent la capacité de pompage pour ne pas être submergés. Donc, ils savent qu'il faut à peu près 7 jours. Si jamais une digue venait à casser, ça mettrait 7 jours pour que tout soit complètement sous les eaux. Et ensuite, il faudrait 6 mois pour repomper l'ensemble. Donc, ils s'y préparent. Espérons que ça n'arrive jamais. Il y a un deuxième projet qui a été lancé qui vient plutôt d'Amérique du Nord, c'est le projet Cool Roof, qui est très simple en fait, c'est de dire que puisque les toits, quand on est en été, le soleil tombe de façon verticale, donc sur des toits qui sont souvent goudronnés, des toits plats ou qui peuvent être en gravier mais avec des pierres sombres, donc on a des toits qui vont chauffer l'intérieur des bâtiments, donc pourquoi ne pas les blanchir ? Et donc, il y a beaucoup de gens, ça peut être des associations bénévoles, mais ça peut être aussi des propriétaires. Donc là, vous avez le centre Leclerc en France qui l'a fait, vous avez à droite, et à gauche, c'est le toit à New York. Et donc, ils peignent en blanc le toit des bâtiments. Alors, il y a eu une compétition assez amusante à Chicago. Donc, il y a le bâtiment ici de la mairie de Chicago qui est occupé, qui a 2 occupants. Il y a la mairie et puis un autre occupant. Et donc, la mairie a fait installer des toits végétalisés, donc c'est la partie verte, et l'autre occupant a décidé que c'était moins cher de faire repeindre en blanc. Et donc, ils ont regardé après ce qui se passait, et bilan des courses, et bien, la partie où c'est peint en blanc a été beaucoup plus efficace, d'un point de vue monétaire, 3 fois plus efficace, pour diminuer les besoins de climatisation du bâtiment. Après, il ne faut pas en conclure que c'est la solution miracle. La végétation a d'autres vertus au niveau de la biodiversité ou de la qualité de l'air. Mais c'est une solution qui est très, très simple à mettre en œuvre et qui est efficace. Et donc, en France, il y a des initiatives qui commencent à se monter autour de ça. Donc, on ne l'a pas encore vu à Paris, mais on peut imaginer de peindre les toits en zinc en blanc. Voilà, donc je vous ai donné cet exemple de Paris sur vraiment le côté architectural et urbanistique.
Ce qui est intéressant, après, c'est de dézoomer un tout petit peu et de voir qu'au fond, les villes sont simplement une partie d'un écosystème qui est plus large et que quand on parle donc là, sur la partie de la chaleur, des canicules, en fait, ça va venir impacter évidemment le bâti et le patrimoine, mais pas que. Et on l'a vu cet été, ça vient aussi poser des questions sur la ressource en eau, puisqu'il y a des risques de sécheresse, alors que dans le même temps, on a besoin de beaucoup plus utiliser l'eau dans la période chaude pour rafraîchir. Ça pose des questions sur l'agriculture. Il y a des perturbations qui sont très fortes dans les fonctionnements agricoles, des rendements qui diminuent, etc. Donc, à Paris, on risque probablement pas d'avoir des pénuries, mais il y a quand même cette problématique agricole qui est très forte. On a, par exemple, sur les réseaux télécoms aussi, qui sont pas forcément que la chaleur, mais on sait que par exemple, sur France Télé, Orange, aujourd'hui, il y a 15%, je crois, des incidents qui sont dus à des événements climatiques. On est à 5% il y a quelques années, donc il y a une multiplication par 3 de ces sujets-là. Donc, il y a les réseaux télécoms, c'est des réseaux physiques, donc sont exposés, comme tous les réseaux, à des événements météorologiques. On a aussi, on n'y pense pas toujours, mais quand on est sur des chantiers, par exemple, qu'il y a des canicules, on ne peut pas travailler, donc il y a une baisse de productivité dans certains secteurs et des enjeux autour de la santé des travailleurs. C'est ce que j'ai vécu avec les gardiens dans les bâtiments. Ils sont dans des loges dont certains exposés en plein soleil sans aucune climatisation et qui deviennent, on ne peut pas y travailler. Et donc, c'est compliqué. Le métier d'un gardien, c'est d'être dans son immeuble. Donc, il y a des choses à faire sur des risques santé. On a des risques aussi d'hyperthermie, maladies infectieuses qui peuvent se développer. Il y a une surmortalité cet été de 11 000 décès au niveau de la France, dont estime-t-on une partie est due aux canicules. Donc, c'est aussi un enjeu de santé publique, des problèmes de réseau d'énergie, sur des surconsommations ou sur des coupures de réseau. Et puis, on peut avoir des problèmes sur les transports. On l'a vu cet été en Angleterre. Je pense qu'ils n'avaient jamais imaginé qu'ils pouvaient voir le soleil en été. Donc, évidemment, quand il y a eu les canicules, il y a des aéroports qui ont été bloqués parce que les pistes ont fondu. Voilà. Donc, tout ça vient perturber et donc pose la question de la résilience. Alors, souvent, la résilience, on l'imagine comme un boxeur qui prend un coup et puis qui se relève malgré tout. Ce n'est pas tout à fait ça. J'ai mis une définition d'un centre suédois qui travaille sur ce sujet-là. C'est plutôt la capacité d'un système, ça peut être une ville, une personne, etc., dans un environnement où il y a des chocs, à continuer à se développer. Et donc, si je reprends l'exemple de ce que j'ai vécu, je pense à un immeuble notamment qui est pas loin de la tour Montparnasse, et donc qui est très vulnérable aux canicules. Quand il y a cet événement de canicule, le premier réflexe, c'est de s'assurer que pour les locataires et pour les personnes qui y travaillent, il n'y a pas de danger sur la santé. Et donc, voilà, ils sont suffisamment tôt, donc il y a une vigilance à avoir. Donc ça, c'est la recovery, ce qu'on voit sur le petit graphique en bas à droite. Ensuite, on se dit, bon, mais si ça arrive tous les étés, il y a un moment donné, gérer les crises, c'est bien, mais prévenir les crises, c'est mieux. Et donc, on se dit, qu'est-ce qu'on peut faire? Donc, est-ce qu'on peut déjà prévenir les personnes? Est-ce qu'on peut mettre en place des systèmes d'alerte? Est-ce qu'on peut protéger par des volets ou des systèmes qui vont faire en sorte qu'il y ait moins de problématiques? Donc, ça, c'est l'adaptation. C'est ce dont on a beaucoup parlé. Et puis ensuite, quand vous vous dites, mais en fait, ça va arriver tous les étés ou un été sur deux, et puis ça ne s'arrêtera pas, et puis ça va être de plus en plus chaud. Donc, ce qu'on a mis en place, par exemple, sur certains, ce n'est pas suffisant. Et donc, il faut aller plus loin. Et là, ça nécessite d'engager des travaux qui peuvent être très lourds pour refaire la façade intégralement. Et donc, modifier l'architecture. Et donc, et ça peut être compliqué. C'est des sujets, par exemple, qu'on a évoqués avec Saint-Gobain, qui me dit « je ne sais pas faire aujourd'hui ». Et donc, on arrive sur ce qu'on appelle la transformation. Et donc là, c'est encore une autre étape et c'est beaucoup plus compliqué. Et donc, ça, c'est cette notion de résilience. Et c'est ça qui englobe un peu toute cette question-là. Et je pense que voilà, c'est un sujet qui, malheureusement, va probablement monter en puissance avec cette multiplication des incidents. Il va falloir que progressivement, on puisse rentrer dans cette dynamique. On en a les moyens, les techniques. Et c'est beaucoup une question d'organisation et de mobilisation des parties prenantes pour y parvenir.
Voilà. Et donc, après, si tout ça vous intéresse, je fais une petite publicité, mais je vous invite du coup à lire le livre qui est sorti en juin dernier aux éditions de l'Aube, Paris face au changement climatique. Et donc, il reparle de tous ces sujets-là, qui donne aussi une perspective historique sur Paris, sur plusieurs siècles, de la façon dont Paris a géré les enjeux climatiques. Il compare avec d'autres grandes villes, Marseille, Amsterdam notamment, et puis qui aborde aussi d'autres thématiques sur l'eau, sur la faune, sur la flore, et sur comment est-ce qu'on peut mettre en place une gouvernance qui permet de résister par rapport à ça et de se transformer dans un monde qui va être différent d'ici quelques années. Voilà, merci beaucoup en tout cas à tous pour votre écoute. Et puis, je suis maintenant très heureux de répondre à vos questions. Merci beaucoup, Franck. C'était vraiment passionnant, super présentation, très complète. Et on voit que tu maîtrises ce sujet. Je lirai personnellement ton livre avec grand plaisir. Et alors, moi, j'avais 2 questions. Je peux commencer. Et puis, peut-être d'autres camarades auront aussi des questions. Première question, c'est, tu en as un peu parlé, par exemple, la climatisation, c'est une des solutions, mais on voit que il y a un effet adverse qui est le fait que ça consomme plus d'énergie. Et justement, aujourd'hui, la mairie de Paris a annoncé un plan de réduction d'énergie. Donc, j'imagine que quelquefois, peut-être, la lutte contre le changement climatique à Paris peut être de concert avec les économies d'énergie, mais dans le cas de la climatisation, on voit que c'est opposé. Donc, comment tu vois, par exemple, ce autre grand sujet comme la réduction de la consommation d'énergie ou d'autres grands sujets, grandes tendances qu'on observe, peut-être la digitalisation. Alors, est-ce que ça va dans le bon sens ou dans le mauvais sens aussi? Parce qu'il y a plus de livraison de colis, il y a plus de déplacements, il y a les serveurs qui tournent, mais bon, ça peut aussi avoir des effets positifs de bien régler les chauffages, etc. Donc, comment tu vois voilà, comment ça s'inscrit dans d'autres grandes tendances? Et deuxièmement, tu as dit quelque chose de très intéressant, je trouve, c'est comment on répond au changement climatique, c'est local. C'est vrai que c'est une problématique globale, mais c'est local. Alors, comment tu vois la gouvernance? Parce que l'État, bien sûr, il va avoir un rôle. Et puis, mais est-ce que c'est les maires, enfin, les municipalités qui sont les bons acteurs? Là, clairement, dans le cas d'une ville, on voit que c'est un des bons acteurs. Mais est-ce que c'est aussi les propriétaires privés? Ou, voilà, comment tu vois la gouvernance de cette gestion des bonnes réponses au changement climatique? C'est beaucoup d'excellentes questions, donc je vais essayer d'y répondre. Sur la consommation d'énergie, alors en fait, je n'ai volontairement pas abordé ce sujet dans le livre, parce que c'est un sujet qui est beaucoup plus politique, avec des positionnements qui peuvent être très différents, alors que l'adaptation climatique, c'est plus consensuel, parce que c'est un fait auquel on doit s'adapter. Néanmoins, ça apporte un éclairage qu'on n'a pas toujours en tête, mais c'est que comme les hivers vont être plus doux, globalement, le besoin de chauffage va diminuer d'un tiers à horizon 2050. Alors que les besoins de climatisation, eux, vont être multipliés par 7. Alors, on ne parle pas du même niveau, mais donc sans rien faire, la consommation diminuera d'un tiers. Alors, c'est peut-être trop tard, mais c'est déjà une tendance qu'il faut avoir en tête. Si on rajoute à ça des thermostats connectés ou des thermostats qui ne sont pas très compliqués à déployer, et des habitudes prises pour ne pas chauffer ou mieux maîtriser sa consommation, je pense qu'on diminue déjà, sans faire beaucoup d'efforts, de 50%, peut-être 2 tiers la consommation énergétique de Paris. Ça, je pense qu'on ne le dit pas assez souvent parce qu'on met l'accent est beaucoup mis sur la rénovation des bâtiments, qui est évidemment qui marche bien, mais isoler un bâtiment haussmannien, c'est assez compliqué, voire pas possible. Et donc, il faut aussi imaginer effectivement d'autres solutions, plus par le digital, par les usages, et puis par le fait que mécaniquement, comme ça se réchauffe, il y aura moins besoin de chauffer. Voilà, c'est un petit éclairage par rapport à ta question. Après, ce qu'il faut avoir en tête sur les émissions de gaz à effet de serre sur la construction, c'est que sur un bâtiment, en gros, il y a un tiers qui vient de la construction, et donc c'est le béton et l'acier. Et aujourd'hui, je ne sais pas on ne sait pas vraiment faire autrement que ce qu'on fait. Même le bois diminue de façon importante, mais pas suffisante par rapport aux objectifs de neutralité carbone. Donc, en fait, on ne sait pas vraiment construire neutre, même si ça a un sens.
Et puis après, l'autre partie, c'est l'exploitation. Donc, c'est beaucoup le chauffage, l'eau chaude. Et là, ça dépend beaucoup de votre régime de chauffage. Hein. Si vous êtes électrique, donc notamment ce qui est pompe à chaleur ou réversible, donc c'est la climatisation, c'est électrique. C'est une grande vertu. Donc, si votre système électrique à côté, lui, il est nucléaire ou sur des énergies renouvelables, c'est plus vertueux. Si ce n'est pas le cas, ça l'est moins. Voilà. Donc, c'est aussi compliqué de répondre à ça parce qu'en fait, ça dépend beaucoup de l'écosystème autour. Et alors, sur la gouvernance, c'est une très, très bonne question parce que jusqu'à présent, ce qu'on a plutôt vécu, c'est que ça venait d'en haut. Et donc, la mairie de Paris, d'ailleurs, ça fait depuis 10 ans que le sujet de l'adaptation climatique est là. Au niveau de l'État aussi, il y a des plans nationaux. Donc, c'est des sujets qui sont connus depuis longtemps, avec des plans, des objectifs, des actions qui sont menées. Or, je pense que là, ce qui est en train de changer, et on l'a vécu cet été, c'est que beaucoup se rendent compte qui sont concernés et qui ne peuvent pas attendre. Par exemple, c'est la question de poser une climatisation, c'est des décisions soit au niveau individuel, soit au niveau de la copropriété, mais il ne faut pas attendre que la mairie ou l'État le fasse pour vous. Donc la question de l'adaptation, elle devrait effectivement être beaucoup plus redonnée quelque part aux habitants d'une ville, hein, qui puissent se l'approprier, sachant qu'après, ça renvoie à des questions toujours complexes, on l'a vu, parce qu'il y a des sujets d'architecture, d'urbanisme, de technique, comment ça impacte le voisin. Après, il y a des questions de comment ça impacte la faune, la flore, au niveau énergétique, et potentiellement sur des solutions qui ne sont pas compatibles ou qui ne vont pas dans la même direction. La climatisation est un exemple. C'est une très bonne solution d'adaptation, mais ce n'est pas une bonne solution pour diminuer les consommations énergétiques. Ça peut aussi ne pas... on l'a vu par exemple la géothermie, il y a certaines villes qui ont misé tout sur la géothermie, donc qui fonctionne bien, jusqu'au moment où ils ont tellement misé dessus qu'ils ont réchauffé les sols et que ça a eu d'autres problèmes sur la faune et la flore. Donc, il n'y a pas de solution miracle ni magique. Et donc, tout ça ne peut se faire que dans des choix collectifs éclairés. Et donc, ma préconisation, effectivement, est d'avoir une gouvernance qui quitte quelque part la mairie de Paris ou les mairies pour se faire beaucoup plus au niveau des propriétaires et des habitants d'une ville. Franck, Hubert a une question. Vas-y, Hubert. Oui, bonsoir. Merci, Franck. Excuse-moi, j'ai un chat dans la gorge. J'ai non pas une question, mais plusieurs questions. D'abord, tu n'as pas parlé de l'installation de panneaux solaires sur les toits, alors qu'a priori, ça semble être le meilleur moyen de transformer la chaleur en électricité dont on a besoin. Deuxièmement, tu as parlé de la mairie de Paris. Est-ce que, par hasard, tu aurais envisagé de discuter avec Anne Hidalgo de tes idées et voir qu'est-ce qu'elle pourrait faire? Troisième question. Tu as considéré, sauf erreur, que l'évolution de la population de Paris était une donnée, alors qu'on pourrait se demander si c'est bien de continuer à développer les villes, s'il ne faudrait pas mettre, comme disait un humoriste connu, les villes à la campagne. D'une manière générale, est-ce que il est bon, comme on le dit maintenant, de ne pas faire trop de mitage, de faire des grands immeubles plutôt que des maisons individuelles. Et quatrièmement, sauf erreur, cher Franck, il y a quelques années, tu as écrit un livre sur Marseille. Est-ce que tu as fait un tome 2 sur l'évolution de Marseille? Puisque si Paris va devenir Marseille, Marseille va devenir Dakar, non? Effectivement, Marseille, oui, en fait, ce livre est quelque part et la suite de Marseille, itinéraire d'une rebelle. Et à Marseille, elle va plutôt ressembler au climat des Pouilles en Italie. Ce sont les scientifiques qui ont étudié ça. Donc, c'est d'autres problématiques, effectivement, plus de sécheresse, plus de chaleur. Donc, eux, ils sont aussi confrontés aux mêmes problématiques qui doivent se poser.
Sur les toits de Paris, effectivement, alors c'est une question, hein, c'est-à-dire qu'aujourd'hui c'est en zinc, alors c'est pas utilisé, donc il y en a certains qui imaginent de mettre des panneaux photovoltaïques, d'autres qui voudraient mettre des fermes urbaines, faire de l'agriculture sur les toits. On pourrait imaginer de les blanchir, on pourrait, voilà, tout est possible. Juste pour dire sur les panneaux photovoltaïques, en fait, à Paris, ça apporte pas grand-chose parce que ça représenterait quelques pourcents de la consommation énergétique de Paris. Parce qu'en fait, c'est plutôt des grands immeubles, la surface de toit est réduite en fait, et ça pour beaucoup de logements en dessous. Donc le ratio entre surface efficace et logement est pas forcément pertinent. Je pense que c'est plus intéressant sur des pavillons individuels. Ça couvre plus la consommation énergétique. Donc il y a potentiellement, ça peut être intéressant, mais ça peut aussi, les toits de Paris peuvent être utilisés pour d'autres usages quand c'est pertinent. Et puis sur la ville à la campagne, c'est vrai que Paris, c'est une ville qui est très dense. Alors, c'est pas forcément d'ailleurs ça peut être un plus. Hein. On sait qu'il y a des villes qui peuvent être très denses avec des rues étroites et du coup, ce qui reste assez fraîche et protégé. Donc, la densité n'est pas forcément un problème en soi. Ce qui peut l'être, c'est des fois des boulevards qui sont un peu trop larges. Les boulevards australiens sont sont très minéraux, donc c'est plutôt ces sujets-là. Après, ce que je disais, c'est que si on sort de Paris, la population mondiale dans les villes va croître de façon continue dans les 30 prochaines années. Donc, on va construire dans les 30 prochaines années probablement autant que ce qu'on a construit depuis le début des premières villes. Donc, c'est absolument gigantesque. Alors, c'est beaucoup en Asie, en Afrique, mais aussi en Europe. Parce qu'en Europe, c'est pas qu'on est tellement plus nombreux, mais on a besoin de beaucoup plus d'espace. Un Européen, pour se loger, pour travailler, etc., prend beaucoup plus d'espace que dans d'autres pays. Donc, au global, la dynamique de construction des villes va pas s'arrêter, va continuer, va même s'accélérer dans les prochaines années. Donc ça, c'est aussi un autre enjeu par rapport à l'adaptation, c'est comment est-ce qu'on construit bien, quoi. Donc, je trouve qu'on n'a pas de réponse aujourd'hui évidente, c'est-à-dire comment est-ce qu'on construit en polluant le moins possible ou de façon la plus décarbonée possible, et puis quand est-ce que dans le même temps, on va construire de façon adaptée, quoi. Or, on sait, c'était l'ONU qui expliquait ou le Banque mondiale, que 90% des constructions dans certains pays se font dans des zones à risque. Parce qu'évidemment, c'est là où le foncier est disponible, c'est dans les zones inondables, c'est dans les zones le foncier est pas cher là où il est à risque. Et donc on construit des villes qui sont vulnérables et qui sont pas adaptées. Et alors, la mairie de Paris, on a un débat avec un des adjoints vendredi. Il y a un festival du monde, donc je serai avec eux. Super, merci Franck. Merci Hubert pour tes bonnes questions. Je crois qu'on a eu déjà un premier panorama très intéressant. Je crois que tu vas faire d'autres présentations de ton livre et on va suivre. J'espère que tes idées vont être adoptées et puis convaincre les décideurs publics et privés. En tout cas, c'était passionnant. Merci beaucoup Franck. Voilà, on est très heureux de t'entendre. Et puis, donc, prochain webinaire, ça sera mercredi de la semaine prochaine, le 21, si je ne me trompe pas, avec Henri Prévost sur la situation énergétique. Donc, voilà, en gros, un sujet lié et important qu'on va être heureux d'entendre. Voilà. Bonsoir à tous et merci encore, Franck, pour ton intervention passionnante. À très bientôt. À bientôt. Merci beaucoup, Laurent. À très bientôt. Bonsoir, Franck. Bonsoir, Laurent. Bonsoir, tout le monde. Merci. Bonsoir.